Alors, suite et fin du chapitre 1, structure moléculaire. Donc, on va voir ici la notion d'isomérie ZE. On va s'intéresser à cette isomérie puisqu'elle est capitale pour le monde du vivant, puisque c'est elle qui va nous permettre de voir, hein, carrément, grâce à une substance qu'on appelle le rétinal. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer cette notion d'isomérie ZE, je commence par un petit rappel. L'année dernière, vous avez vu l'isomérie de constitution. Je rappelle qu'il s'agissait de trouver, pour des molécules ayant les mêmes formules brutes, différentes possibilités de formules semi-développées. Si je prends par exemple la molécule de C4H9OH, il est possible de trouver plusieurs formules semi-développées. Mettez pause et essayez pendant un instant de trouver au moins 4 formules possibles. Voilà ce qu'il fallait trouver, par exemple. Donc, alors vous ne vous préoccupez pas du nom des molécules, hein, ça je ferai un chapitre exprès pour en parler un peu plus tard. Là on s'intéresse vraiment à l'isomérie. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va étudier le cas d'un exemple, C5H10 comme formule brute, et il se trouve qu'on peut obtenir ces deux formules semi-développées. Donc, ce qu'il est important que vous voyez ici, c'est la présence sur ces formules semi-développées de double liaison carbone-carbone. Ces doubles liaisons, ça va être le premier prérequis pour avoir ce type d'isomérie ZE. Donc notez-le bien. Donc si on regarde le nom de ces molécules, c'est le même. D'accord, Pen2N, puisque l'ordre d'agencement des atomes est le même. Et pourtant, l'expérience a montré que les propriétés physico-chimiques de ces deux molécules étaient différentes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est la différence de température d'ébullition, de fusion, etc. Donc il a fallu trouver quelque chose pour les distinguer, ces molécules. Et c'est justement l'isomérie spatiale ZE. Alors regardons comment ça se passe. En fait, tout se passe autour de doubles liaisons. Donc je vais commencer par définir un plan à l'aide de ces doubles liaisons. Donc vous voyez, le trait que j'ai représenté en discontinu est le plan qui contient la double liaison. Sur la première molécule, celle d'en haut, je vais regarder ce qui se passe autour des carbones qui constituent la double liaison. Pour bien visualiser les choses, vous voyez, j'ai coloré en bleu les carbones de gauche de la double liaison et en orange les carbones de droite de la double liaison. Et maintenant, on va vraiment s'intéresser aux substituants que porte chaque carbone. Quand je parle de substituants, ce sont simplement les groupements d'atomes ou les atomes qui sont liés au carbone en question. Donc regardons d'abord cette molécule. Alors ici, sur la molécule d'en haut, donc, je vais regarder les substituants. On peut voir qu'il y a CH3 et l'hydrogène. Et surtout, vous voyez que la manière que j'ai utilisée pour entourer ces groupements a été différente. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est disons, la masse globale des substituants. Le CH3 sera plus lourd que l'hydrogène, simplement parce que le groupement est constitué de plus d'atomes. Donc c'est pour ça que j'ai entouré en trait plein le CH3 et en trait discontinu l'hydrogène, plus léger. Je vais faire exactement le même travail à droite. Donc le groupement le plus lourd, vous avez compris, c'est C2H5 et le plus léger, c'est l'hydrogène. Voilà pour la molécule d'en haut. Je vais faire exactement le même travail pour la molécule d'en bas. Donc toujours pour le carbone de gauche, c'est le CH3 le plus lourd, l'hydrogène le plus léger, et sur la partie droite de la molécule, même travail, C2H5 le plus lourd et H le plus léger. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. En effet, c'est cette différence qui va donner des propriétés physico-chimiques différentes aux deux isomères. Et en plus, ça va nous permettre de leur donner deux noms différents. Voyons comment ça se passe. C'est assez simple. Il suffit de regarder les groupements les plus lourds. Regardez là, le CH3 pour ce carbone et le C2H5 pour ce carbone. Eh bien, tous les deux se situent du même côté du plan. Là, j'ai le plan défini par la double liaison et les deux groupements les plus lourds sont en bas de ce plan. Ça va donner un nom particulier à cet isomère. Les éléments les plus lourds, les groupements d'atomes les plus lourds sont ensemble et en allemand, ça s'appelle zusammen, ensemble.
Et donc, on donne le nom de Z, pente de zen à cet isomère. Si on regarde l'isomère d'en bas, le CH3 et le C2H5 sont opposés. Hein, ils se regardent, ils sont en regard l'un et l'autre. Donc, ils sont de part et d'autre du plan défini par la double liaison. Et en allemand, opposé, eh bien, c'est entgegen. Et donc, on va nommer cet isomère E, pente de zen. Voilà comment distinguer deux isomères spatiaux ZE. Alors, je reprends tout pour être sûr que vous avez bien compris. Je répète, l'isomérie spatiale ZE, c'est avant tout bien comprendre que pour une même formule brute, il y a un agencement spatial différent autour d'une double liaison. Je répète encore une fois que la double liaison, c'est le premier prérequis, on verra le deuxième tout à l'heure, pour avoir une isomérie ZE. Donc d'une manière générale, voilà comment ça se présente. J'ai deux isomères ZE et pour les distinguer, je définis le plan grâce à la double liaison entre les carbones. Et ensuite, je regarde pour les groupements les plus lourds, A et B ici, leur position par rapport à ce plan. Dans le premier cas, A et B sont du même côté du plan, hein, ils sont en dessous du plan, donc c'est l'isomère Z. Et ensuite, la molécule d'en dessous, on voit que les groupements sont de part et d'autre du plan, c'est ce qu'on appelle l'isomère E. Voilà ce que ça donnerait en formule un peu plus développée par rapport à tout à l'heure. Donc c'est exactement le même exemple que tout à l'heure. Vous pouvez essayer de les comparer en reproduisant ça sur votre feuille. Allons un petit peu plus loin en étudiant quelques exemples. Êtes-vous capable de me dire si cet isomère est un isomère Z ou un isomère E? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre pause. On définit le plan grâce à la double liaison. On regarde, on repère les groupements les plus lourds. Donc ici, ce sont deux groupements COOH identiques. On constate qu'ils sont de part et d'autre du plan défini par la double liaison. C'est donc un isomère E. Deuxième exemple. Je vous laisse mettre pause et réfléchir. Donc ici, pareil, on définit le plan grâce à la double liaison carbone-carbone. On repère les groupements les plus lourds qui sont du même côté. On a donc affaire à un isomère Z. Autre exemple. Je vous laisse mettre pause et réfléchir. Alors ici, en fait, on constate que de part et d'autre du plan, pardon, en fait, on a les mêmes groupements. Regardez, ici j'ai du CH3, là j'ai du CH3, donc j'ai pas de plus lourd ou plus léger, ce sont les mêmes groupements d'atomes. Donc du coup, ça m'empêche de définir une isomérie ZE. Donc ici, il n'y a pas, c'est pour ça que j'ai mis une croix, ça veut dire qu'il n'y a pas d'isomérie ZE. Donc là, vous pouvez prendre en note que c'est le deuxième prérequis pour avoir ce type d'isomérie. Chaque carbone impliqué dans la double liaison doit posséder deux groupements d'atomes différents. Autre exemple. Ici, êtes-vous capable de me dire s'il s'agit d'un isomère Z ou E? Mettez pause et réfléchissez. Allez, on fait le raisonnement ensemble. Là, je définis toujours le plan grâce à la double liaison carbone-carbone. Je m'intéresse au carbone d'en bas. J'identifie les groupements. Donc, j'ai les deux groupements suivants. Je m'intéresse ensuite au carbone d'en haut. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Ici, j'ai deux hydrogènes. Donc, je me retrouve comme dans la configuration de tout à l'heure où j'avais les deux mêmes groupements portés par un carbone. Là, ce carbone possède deux hydrogènes. Je ne peux pas donc avoir d'isomérie. Autre exemple, ici, on peut identifier un isomère E. Donc, les groupements les plus lourds sont CH3, CH2 ici. Et CH2, CH2, CH3 ici. En fait, j'ai mis cet exemple juste pour pas que vous pensiez qu'on parle toujours d'hydrogène lorsqu'il y a des isomères. D'accord? Il suffit de regarder les groupements les plus lourds. Après, ça peut être n'importe quoi. Autre exemple ici. Je vous laisse mettre pause et réfléchir. Allez, on y va. Comme d'habitude, on définit le plan grâce à la double liaison. On regarde les groupements d'atomes. Ici, on constate que
le carbone de gauche possède les groupements hydrogène et hydrogène, donc pas d'isomérie, puisque encore une fois, un des deux carbones possède 2 fois le même groupement, donc impossible d'avoir une isomérie ZE. Donc notez bien. Autre exemple, et dernier exemple. Est-ce que cette molécule ici va avoir une isomérie ZE? Réfléchissez. Eh bien non, parce que certes il y a une double liaison, mais l'oxygène ne possède pas de groupement, donc on ne peut toujours pas distinguer plus lourd ou plus léger, il ne peut pas y avoir d'isomérie ZE. Donc quelles sont les conditions d'isomérie ZE? On a dit présence d'une double liaison, et il faut que chaque carbone impliqué dans la double liaison ne possède pas le même groupement. Alors, on va enfin s'intéresser à la problématique du chapitre, le processus de la vision, la substance chimique qui permet ce processus-là. Donc on avait vu la structure de l'œil dans le chapitre de physique. On avait vu que le fond d'œil était tapissé de cônes et de bâtonnets, et que surtout, comme on a dit au début du chapitre, le fond de la rétine est tapissé d'une substance qui s'appelle le rétinal. Donc ici, vous voyez, j'ai le rétinal sous forme 6 qui va, au contact de la lumière, se transformer en rétinal trans et qui va donc permettre, par un flux électrique, le processus de la vision. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous demander c'est quoi le rapport entre 6, trans et Z et E. Bien écoutez, c'est la question que je vous pose pour la prochaine séance. Essayez d'identifier l'isomère Z et l'isomère E, de le faire correspondre à l'isomère trans ou 6 pour la prochaine fois. Alors quelques remarques pour faire une ouverture sur les prochains chapitres. Comme je le disais, les propriétés physico-chimiques des isomères ZE sont différentes, et en fait ça s'explique par une différence d'interaction. Donc ça peut justifier que la température de fusion, d'ébullition ou de sublimation diffère d'une molécule à l'autre. Ça peut expliquer aussi ces différences d'interaction la stéréospécificité de certains récepteurs biologiques. Une molécule peut avoir un impact différent sur le corps selon son agencement spatial. La même molécule peut être très nocive ou très bénéfique pour le corps humain. Alors cet aspect-là, je ne vais pas trop le développer en première S, on fait ça plutôt en terminale, puisqu'on n'a pas le temps, c'est pas que ce soit compliqué, mais en première S, on n'a pas le temps. C'est la fin de ce chapitre. Voilà. Bon courage, à bientôt.